Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Monde des Arts. Ça y est, c'est la rentrée. D'ailleurs, est-ce que vous la sentez, cette petite odeur de la rentrée, justement, l'odeur des cartables, des boîtes à tartines, des feuilles mortes qu'on va bientôt ramasser à la pelle. Tiens, à propos de pelle et de feuilles, justement, une pelle de livres, figurez-vous, cette année, comme chaque fois d'ailleurs, à pareille date, 461 romans. On se demande d'ailleurs qui est le roman 1. Peut-être que vous le savez. Un chiffre, en tout cas, en légère baisse, c'est vrai, par rapport à l'an dernier, mais tout de même, un sérieux défi pour nos libraires. On va le voir, qui se sont échappés le temps d'une émission pour venir parler de cette fameuse rentrée littéraire. Ils sont autour de nous. Tout d'abord, Frédéric. Bonjour Frédéric, vous êtes de la librairie Tram. Alors on dit Tram, tisseur de liens, c'est important je crois, non ? Oui, c'est l'identité de ce lieu, c'est de faire du lien à partir du livre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye de faire les choses depuis 5 ans à Forêt maintenant. Je crois que tout le monde sera d'accord. Tout le monde sera d'accord avec cette philosophie. En face de vous, Else de Clercq, bonsoir. Else, bonsoir. On s'était vu, je crois, il y a 1 an, à mon avis, pour Herbefolle. C'est ça, vous êtes à Anderlecht, vous êtes à Forêt, j'ai pas dit. Oui. À Anderlecht. Oui. Ça se passe bien, les Herbefolles ? Elles sont faux-folles en ce moment, je veux dire. Avec toujours un peu faux-folles, néanmoins concentrées. Oui, j'imagine, j'espère. Mais tout se passe bien, on est ravis. D'accord. Alors, on a un peu plus sérieuse, Gaëlle Charron du SLFB. Le SLFB, c'est le syndicat des libraires francophones de Belgique, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Ça consiste en quoi, en 2 mots ? Le syndicat, on travaille pour les libraires, nous. Donc, on travaille à leur communication, à défendre leurs intérêts, à veiller à ce qu'ils restent bien, à défendre leurs intérêts économiques surtout, quoi. Ouais. Donc voilà, on est. On va en parler un petit peu de l'économie. Mm-hmm. N'est-ce pas, Ariane Herman, bonsoir Ariane. Bonsoir. Vous, c'est Tulitu. Oui. Ça fait combien d'années, Tulitu ? Je ne veux pas vous vieillir, hein, mais... Combien ? 11 ans. Ah ouais, quand même. Félicitations. Ah bah merci. Ça tient. On est rue de Flandre, on est dans le cœur de Bruxelles. On va parler de tout ça. De la rentrée littéraire, vous avez ramené quelques coups de cœur, on essaiera en fin d'émission de donner des conseils à nos téléspectatrices. Une année plus ouverte, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'année dernière, souvenez-vous, on avait le trio Mauvigné, Carrère, Natacha Apana. Ici, j'ai l'impression qu'il y a plus de diversité. Je ne sais pas qui veut répondre, Ariane peut-être ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins ce qu'on appelle les locomotives, donc c'est chouette parce qu'en effet, ça nous permet de pouvoir défendre des titres différents, parce que sinon, les locomotives, les gens, ils viennent pour acheter leur locomotive. Directement ça, ouais. Bon, alors évidemment, on a toujours notre locomotive nationale, quand même, Amélie Nothomb. Tiens. Quand même le dire. Oui. Qui est Est-ce qu'il y a une année où elle n'a pas sorti il y a une année où elle n'a pas sorti de bouquin ? Je crois pas. Jamais. Non, tous les ans, elle a toujours sorti un. Oui. Elle en a plusieurs d'avance, donc on ne sera jamais à court. Mais c'est un bon cru ? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est un bon cru, Amélie Nothomb ? Je n'en sais cette rien. Année ? Je ne sais pas, parce que... un libraire qui n'a pas lu Amélie Nothomb. Et non, mais effectivement, comme le dit Ariane, il y a des livres qui se vendent tout seuls. Il y en a d'autres, il faut pouvoir... il faut un peu les pousser. Sous la lumière. Ouais. Pas les pousser, les mettre sous la lumière et créer de la rencontre. Oui, pas les pousser, parce que si on les pousse trop, ils tombent en dessous de la table. Est-ce que vous l'avez lu Non, pareil. Même philosophie que mes confrères, consoeurs. Ok, d'accord. Il y a quand même des... Allez, je sais pas, des locomotives, mais des trains un petit peu connus. Le Philippe Janada, par exemple, qui est sorti un petit peu avant, c'est toujours aussi un rendez-vous. Philippe Janada, l'inconnu du quai de Javel, moi j'aime bien, je l'ai lu, je sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est un classique, c'est proche de Simenon, tout ça. François-Henri Désérable, Philippe Besson. Voilà, souvent il sort en janvier, là il sort maintenant à la rentrée. Peut-être qu'il espère un prix, parce qu'on n'est pas très loin des prix. Et dans les Belges, il y a Jean-Philippe Toussaint quand même. Ouais. Que vous avez lu, non ? Je ne veux pas à chaque fois vous demander ça, parce que chaque fois ils vont être gênés, ils vont dire non. Mais non, en fait, David, pour tout savoir, c'est que... Vous n'avez pas le temps. Il y a beaucoup de libraires, en fait. Ouais. Apparemment, on est tous les trois d'accord, c'est que moi, on ne lit que des livres qui ont besoin d'être défendus. Ouais. Les livres qui se vendent tout seuls, en fait, on les lira pas parce qu'on les aime pas, mais on les lit pas parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, moi, j'ai une pile à la maison. Je suppose que elles pourront confirmer. On a une pile énorme à la maison des livres qu'on lira quand on sera à la retraite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Mais ça fera une chouette retraite. Ah oui, ça c'est sûr. Mais il y aura beaucoup à lire. Ah, on va pas s'ennuyer.
Else, ils vous disent quoi, les clients, les clientes qui arrivent chez vous maintenant? Ils veulent justement le livre qui fait l'événement ou pas encore? Alors il y a quelques personnes qui poussent la porte et qui viennent chercher leur locomotive, toute personnelle. Donc là, voilà, c'est facile. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ouvrent la porte en disant « Bon, vas-y, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, est-ce que tu as un coup de cœur ? Quoi de neuf ?» Voilà, et donc ça, c'est quand même vraiment ce que les gens viennent chercher, je pense, dans nos librairies, dans les librairies indépendantes. Et c'est ça qui vous plaît dans votre métier, non, Frédéric ? Oui, c'est clair. Et là, en 5 ans chez Tram, ce que les gens qui poussent la porte de Tram nous ont appris, c'est qu'en fait, ils sont plus intéressés par nos lectures d'été que par la rentrée littéraire. Et comme le disait Else, chacun vient chercher sa propre locomotive aussi. Et donc là, ça rentre, ça prend, ça paye, ça sort. Voilà, mais là, depuis 5 ans, au début, chez Tram, on se coupait la rate au courbouillon en se disant « Oh là là, il faut l'avoir, est-ce qu'il faut l'avoir plutôt que l'autre ?» Aujourd'hui, on a arrêté de se poser cette question-là. On continue à faire ce qu'on fait, je pense, depuis 5 ans, à chaque week-end, quand on lance une commande. C'est-à-dire qu'on ne commande un livre que quand on pense à quelqu'un ou quelqu'une. Ah oui, carrément. Ouais. On a 1000 références en stock, donc si on prend déjà les 500 de la rentrée littéraire, il ne nous reste plus grand-chose. J'en profite pour citer Librel aussi, qui est un truc ça fonctionne, c'est un réseau qui fonctionne bien. Quand le bouquin n'est pas chez Tivitu, par exemple, on peut le renvoyer à Herbefol ou dans les autres librairies indépendantes. Le réseau des librairies indépendantes, Gaëlle, c'est quelque chose de précieux, j'ai l'impression. Oui, ça marche vraiment très très bien. Nous, on a maintenant 97 membres et tout le monde n'est pas membre de Librel, mais la majorité, oui. Ouais. Et ça fonctionne. D'abord pour savoir où est un livre, donc proche de chez soi ou autre, ou en effet, entre libraires, si quelqu'un cherche un livre absolument, il peut être renvoyé chez un confrère, et ce qui fonctionne bien dans l'esprit des clients aussi, parce qu'on perd pas son client, quoi. On est, en fait, il est, je pense, à la base surpris et puis très content d'avoir pu trouver son livre même ailleurs, quoi. Ouais, du coup, j'ai l'impression que c'est comparé à d'autres commerces, c'est peut-être pas, il y a pas de concurrence violente entre vous, j'ai l'impression, non ? J'espère que non, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai toujours, ce ne sont pas mes concurrents, ce sont mes collègues. La librairie, les libraires, c'est une profession, donc on est des collègues. Les concurrents... c'est comme si c'était une grande librairie. Ce sont les grandes chaînes, Voldemort, dont on ne peut pas prononcer le nom quand on commande en ligne. Ça, ce sont nos vrais concurrents. Mais les librairies indépendantes, ce sont nos collègues, c'est certain. Ça, c'est... Et le spectre des librairies en ligne, il est toujours là, menaçant, Gaëlle ? Il est toujours là. Il est toujours là, menaçant, et on répétera jamais assez qu'il faut aller en librairie indépendante, parce que je vois que ça commence malheureusement dans les écoles, où les profs, malheureusement, ont tendance par facilité à envoyer les élèves acheter en ligne. Et voilà, il faut marteler. Librel, pour ça, est génial, parce qu'un élève, un étudiant peut tout de suite voir où est le livre qu'il cherche, mais voilà, ça continue à être envoyé en ligne pour soi-disant plus de facilité, plus de rapidité. Si les profs commencent à faire ça, on n'est pas sorti de tout le monde ne le fait pas. Hein. Non, bien sûr. Pas jeter la pierre. La plupart. Profs, c'est bon, ils en ont pris assez, mais voilà, ça existe. Ouais. C'est quoi une librairie indépendante, Else ? Une librairie indépendante, mais déjà, moi je pense que c'est un lieu, en tout cas je vais parler de la façon dont moi je vois ma librairie, c'est vraiment un peu comme dans l'esprit de Fred. D'ailleurs, Tram, c'est un projet qui m'a beaucoup inspiré avant d'ouvrir Herbefol. C'est un lieu de quartier, un lieu où on peut accueillir, se retrouver, réfléchir ensemble. Alors c'est pas un lieu neutre, parce que c'est aussi un lieu où on peut trouver des livres, donc c'est un commerce de proximité, c'est un commerce de proximité, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu de lien, de rencontre, et c'est aussi un lieu où on fait vivre la démocratie, où on fait vivre les débats, où on peut, il se passe pas un jour où chaque jour des débats ont lieu dans la librairie entre un client, 2 clients, 3 qui se connaissaient pas, puis qui finalement échangent. Et c'est ça aussi, quoi. C'est l'importance des librairies indépendantes, où il y a une sélection qui est faite et on choisit les livres qu'on propose. Donc ce sont aussi des livres qu'on choisit pour ce qu'ils peuvent apporter comme sens, comme message, dans un monde où les urgences sont multiples. Ouais. Vous voulez dire qu'il y a des discussions parfois qui s'organisent, vous, il y a carrément des tablés chez Tram, mais qui s'organisent autour de la lecture ou autour même plus général de la politique au sens large.
Oui, les livres amènent ça en fait, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, et quel meilleur outil que la fiction pour pouvoir éclairer autrement le réel et de pouvoir le commenter. Et puis parler d'un bouquin, c'est parler de soi, c'est de parler de son intime. Et donc le lien, quand il se construit de façon très forte déjà dès le départ. Et c'est clair que chez Tram, on a cette grande table d'hôtes au milieu qui accueille les apéros à 18h. Et je peux t'assurer que ces apéros sont souvent très animés. Je pensais que vous alliez dire très arrosé, j'ai eu peur. Non. Avec modération. Toujours. On est d'accord. On est obligé, on doit le dire. Il y a quand même un paradoxe. C'est que un livre, il n'est pas écrit dans une vision mercantile. L'auteur, l'autrice qui écrit, elle ne pense pas spécialement à vendre. Par contre, vous devez les vendre. Donc il y a cette espèce de... Vous voyez ce que je veux dire, Ariane, de paradoxe. Comment vous le vivez ? Mais le problème, c'est que le paradoxe, c'est que le libraire, on vend un produit culturel, en fait. Oui. Donc, on nous considère un peu comme faisant partie du milieu de l'art, mais on oublie aussi que nous sommes des commerçants, c'est-à-dire qu'on doit en vivre. Et malheureusement, on n'en vit pas bien. Donc, on fait quand même partie des commerçants qui ont le moins de marge dans tous les commerces confondus. Donc, on peut parler de précarité ? On peut parler de précarité, oui, bien sûr, oui, on peut parler de précarité. C'est toujours un peu ric-rac, en fait. Il n'y a pas beaucoup, si vous vous amusez un peu à éplucher les comptes des librairies, il n'y en a quand même pas beaucoup qui font des 100 et des 1000, quoi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, pardon. Parce que des 100 et des 1000 en chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire, puisque, en fait, il ne nous reste plus grand-chose, en fait, à la fin, quand on a fini de vendre les livres. Et je pense que quand vous dites... l'auteur, il veut pas se faire de l'argent. Mais je pense qu'il y a en fait deux maillons qui essayent de promouvoir un livre en voulant se faire de l'argent, c'est-à-dire en survivant. Ouais. Mais après, il y a quand même aussi les distributeurs. Et les éditeurs. Et les imprimeurs. Qui, eux, ils espèrent quand même se faire de l'argent. Donc, oui, là, c'est clair et net, quoi. Ouais. C'est un peu... Oui, je pense que c'est... et eux, c'est se faire de l'argent d'un point de vue... Alors, je vais faire ma gauchiste, là, d'un point de vue vraiment capitaliste. Je veux dire, l'idée, c'est d'avoir des dividendes et de les distribuer à tout le monde. En librairie, je pense que ça n'arrive pas vraiment souvent. Les auteurs, on n'en parle même pas, puisque eux... Oui, ils sont en bout de chaîne, comme on dit. Voilà. Ouais. On pense à eux d'ailleurs. Ouais. Gaël, j'ai entendu le mot quand même difficile, précarité, c'est si difficile que ça aujourd'hui, vous qui êtes responsable du syndicat des libraires ? C'est plus difficile. En fait, je pense que ça a toujours été difficile. L'histoire de la librairie, c'est vraiment, je dirais, d'un up and down, mais avec un gros up au moment ou après le Covid. Et maintenant, on est revenu à une situation compliquée parce que les charges augmentent et que le prix du livre reste identique. Et donc, il y a moins de lecteurs, peut-être. Du livre, donc en librairie, partout, dans les chaînes, en ligne, on doit vendre au prix de l'éditeur. Quand on achète son sandwich, quelque part, il a été augmenté parce que les charges ont augmenté et il a été augmenté d'autant que les charges ont augmenté. En librairie, c'est pas possible. On est très content d'avoir ce prix unique, mais ça complique drôlement les choses pour effectivement se dégager de la marge. Ouais. Comment on fait alors parce qu'il n'y a pas de miracle. Else, vous avez beaucoup d'employés, par exemple, chez vous ? Pas du tout. Moi, je suis seule employée libraire dans ma librairie et je suis à tous les métiers, du nettoyage aux commandes, en passant par le paiement des factures, la vente, le conseil, les sélections. Donc voilà, c'est un métier passion. Je fais tout pour que ça le reste, mais c'est aussi une énorme charge. Donc il faut faire très attention. Souvent, quand on est libraire, on s'imagine parfois qu'être libraire, c'est ranger des livres, c'est lire en buvant une tisane. Pas du tout. C'est aussi et surtout apprendre à gérer très efficacement sa trésorerie, ses finances, etc. Ouais. Voilà. Et après, c'est ne pas perdre non plus le sens du métier. Et donc c'est assumer, par exemple, en contexte de rentrée littéraire, assumer de faire une sélection drastique, comme le dit Fred. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils cherchent en venant chez nous, c'est vraiment avoir le cœur de ce qu'on a choisi pour eux ou pour elles. Voilà, chez nous, tu as cité tout à l'heure 460 nouveaux romans. Ouais. Moi, j'ai compté le nombre de places qu'on avait pour les romans brochés, sachant qu'il y a tout le reste. Je fais OK, 60 places, on prend 60 livres de la rentrée. Et là, on a essayé d'aller dans différents catalogues pour ne pas aller se fournir chez un seul éditeur ou un seul distributeur non plus. Bien sûr. Voilà. On va parler de ça parce que être libraire, c'est aussi faire des choix. C'est éditorial, entre guillemets. On prend, forcément, il y en a 460, donc on ne va pas prendre les 460, on doit faire des choix. Comment vous les faites, par exemple, Frédéric ? Comme je disais, c'est que nous, chez Tram, quand on commande un livre, c'est parce qu'on a pensé à quelqu'un ou quelqu'une qui vient chez Tram, ou alors c'est un livre qui nous a été recommandé par une personne qui a poussé la porte. C'est vraiment dans cette idée-là. Chez nous, la rentrée littéraire, on a une trentaine de titres. Pas plus ? Non. Vous n'avez pas la place, de toute façon.
Si, il y a de la place, on peut toujours pousser les murs, la table, les chaises. Les murs, on peut pas pousser, ça, c'est compliqué. La table, oui. Non, mais c'est pas une question de nombre, c'est vraiment, enfin, comme tu le disais, c'est vraiment une question de ligne éditoriale aussi. On connaît depuis 5 ans notre public et on a envie de faire plaisir aux gens aussi, et les gens sont touchés quand ils rentrent et puis qu'on leur dit « Ah tiens, super que tu viennes, tiens, j'ai pris ce bouquin-là, jette-y un œil, ça pourrait te plaire ». Et les gens se disent « Ah bah tiens, Fred, il a pensé à moi ». Et c'est ça, tu parlais de commerce de proximité, c'est de cette façon-là en fait qu'on fait les choix. Et après, là, je viens de lancer la newsletter et je disais aux gens, les 470 autres sont bien entendu commandables. Et aujourd'hui, on voit aussi que tout ce qui est la chaîne de livraison, de commande des bouquins, c'est quand même très amélioré et on arrive à avoir dans les 3 jours un bouquin. Donc pourquoi avoir autant de bouquins en stock? Voilà, c'est pareil chez vous, Ariane? Oui, c'est plus ou moins la même philosophie, sauf que moi, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que je choisis les livres en fonction de ce que j'ai envie de défendre, et puis j'essaie d'attirer les gens qui partagent mes valeurs. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais donc, c'est personnel. Est-ce qu'il y a, par exemple, des livres qui vous tombent des mains? Vous recevez d'un représentant un bouquin, il vous dit que c'est super, vous lisez, vous dites « Ah non, je ne veux pas ». Non, ce qu'il y a, c'est que, en fait, moi, quand je choisis, d'abord, j'ai des maisons d'édition que j'aime, j'ai des autoristes que j'aime, et puis j'écoute quand même leur prix parce que c'est leur métier aussi de nous montrer des choses qu'on n'a peut-être pas à découvrir. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de bouquins, on peut être parfois déçu aussi, même en lisant des maisons d'édition qu'on aime ou des autoristes qu'on aime, parfois on est déçu. Mais j'avoue que ça ne m'arrive quand même pas très souvent, donc ouf. Vous êtes déçu aussi parfois? Enfin, vous avez ce genre de sentiment? Moi, parfois, oui, évidemment, ça m'arrive d'être déçu par un livre. Il m'arrive parfois aussi de voir que certains confrères, consoeurs, libraires sont enthousiastes, de coup de cœur, un consensus de coup de cœur comme ça, et je me dis là, il se passe quelque chose, il faut que je lise ce livre. Et puis en fait, j'aime pas du tout. Voilà. Bon, c'est aussi s'autoriser cette singularité-là. Ouais. C'est aussi ça que les gens aiment. C'est que moi, je suis très transparente. Parfois, quelqu'un veut prendre un bouquin dans ma librairie que j'avais choisi, mais que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et finalement, je le trouve pas si bon. Je le dis, je suis claire. Je dis, écoute, je te connais. Prends celui-là. Celui-là te plaira pas. Il est pas terrible. Voilà. Je préfère être transparente, ne pas vendre, mais au moins avoir cette honnêteté. Au moins, on sait où on va. Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'un libraire est obligé, ou une libraire est obligée de proposer tous les livres à la clientèle? Par exemple, le cas de Boilem sans salle s'est posé en juin. Il y a des libraires qui en voulaient pas trop parce qu'il y avait toute l'affaire Grasset, c'était poussé par Bolloré. Je sais pas moi, Bardella par exemple, la bio de Bardella. Mais c'est ça l'indépendance, c'est d'abord ça l'indépendance, c'est le choix de chacun, en fait, le choix de chaque libraire. Donc il n'y a pas d'obligation. Alors il y a des distributeurs qui essayent de pousser le choix vers une obligation, mais il n'y a évidemment aucune obligation d'avoir tel ou tel livre qu'on ne veut pas vendre en librairie, ça c'est clair quoi. Et c'est vraiment le maître mot, je dirais, d'une librairie indépendante, c'est qu'elle est maître de son choix, qu'on ne va pas lui imposer ce qu'elle va vendre, ce qu'elle va proposer, ce qu'elle va défendre. C'est ça peut-être la plus belle chose, je pense, en librairie indépendante, quoi. Ouais, j'ai lu que la meilleure vente en 2025, c'était Résister de Salomé Saké, ça continue, tous vendus. Des kilos. Ça fait tellement plaisir parce que voilà, c'est un livre qui est accessible. Et ce qui est génial, c'est que les gens l'achetaient, ils le lisaient d'abord, et puis après, mais toute la famille passait, quoi. Je veux dire. Ah, ils revenaient pour l'offrir. Ah oui. C'était à Noël, c'était le cadeau. Tout le monde repartait avec genre 5 exemplaires parce qu'il y avait pour mamie, pour tonton, Donc c'est vraiment génial parce que c'est le genre de livre, ça fait plaisir de se dire, on se sent utile, quoi. Ouais. Alors, on a parlé de Jean-Philippe Toussaint, Amélie Nothomb tout à l'heure. Est-ce que vous poussez aussi, enfin pas pousser, vous n'aimez pas ce mot, est-ce que vous mettez en avant les livres belges, par exemple, des livres qui ont besoin justement d'être un peu, d'avoir un éclairage ou pas? Oui, oui, mais on n'en fait pas une spécificité, on n'en fait pas un rayon spécifique. Non, il n'y a pas un rayon roman belge? Il n'y a déjà pas de rayon chez Trammell. Okay. Il y a des tiroirs dans lesquels il y a des livres,
Il y a des choses comme ça. Non, c'est on soutient et on essaye de soutenir le maximum aussi les auteurs, les autrices bruxelloises et maisons d'édition bruxelloises. On soutient aussi l'auto-édition et effectivement, on est toujours vigilant. Alors, comme le disait Ariane aussi, c'est vrai que nous on fait nos choix en fonction des gens, mais après de nos lecteurs et lectrices. C'est ce qui n'engage que nous on est lecteurs et lectrices aussi, et que c'est notre manière aussi un peu de faire levier pour promouvoir cette littérature belge qui est au milieu de plein d'autres choses. Mais il faut savoir aussi que quand on est une librairie labellisée par la Fédération en ligne Bruxelles, on doit s'engager aussi à avoir un certain nombre d'exemplaires de fonds et de nouveautés en littérature belge, mais donc, littérature belge en livre belge. Donc ça peut être de la littérature, mais ça peut être du livre jeunesse, de la poésie, ça peut être de la poésie, ça peut être de la bande dessinée, et c'est clair qu'il y a des domaines où on est reconnu quand même internationalement, la BD ou les livres jeunesse, c'est pas compliqué, voilà. Et la BD, ça rentre c'est considéré comme la littérature jeunesse, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Else ? Oui, donc je rejoins mes collègues et je dirais que moi, par rapport à la littérature belge, j'essaye d'avoir une attention peut-être à des maisons d'édition peut-être plus confidentielles. Et donc là, tu cites des grands noms. Évidemment, on les aura, Gunzig, même Jérôme Collin, tout ça. Et qui cachent un peu les autres. Mais ils sont édités par des maisons d'édition françaises. Donc c'est aussi défendre la littérature belge, aller voir ce qui se passe dans les marges, dans nos marges belges, sans en faire à tout prix la seule priorité. Mais je pense que moi, je prends conscience, en tout cas en tant que libraire, et je pense que c'est une situation générale, ce qui explique aussi l'importance de la campagne Lisez-vous de le Belge qui arrivera en novembre, c'est que moi en tant que libraire, je m'estime moins bien informée sur la littérature belge que sur le reste, parce que c'est une situation systémique, qu'on reste fort influencé par les prescriptions, les médias français. C'est moins médiatisé aussi, c'est ça ? Oui, puisque beaucoup de petites maisons d'édition belges font un travail qualitatif, mais n'ont pas la force de frappe de communication d'énormes maisons françaises, donc elles sont déséquilibrées dans leur visibilité. Donc nous, en tant que libraire, je trouve qu'on a aussi ce travail à faire, cette conscience à se rappeler tout le temps mais ça demande une démarche volontaire et volontariste presque, d'aller vraiment voir ce qui se passe dans les niches belges. Les librairies indépendantes en général sont attentives à ça quand même, à ce qu'elles Oui, de plus en plus je trouve. En fait, de plus en plus de librairies font attention à ce qui se passe autour d'elles en termes d'édition, d'auteurs, d'auteuristes, à les avoir en librairie. Ça peut être le cas de Else ou d'autres régions, d'autres communes de Bruxelles. C'est un peu le même. Oui, il y a plus d'attention. La campagne Lisez-vous le Belge a quand même joué son rôle, commence petit à petit à bien rentrer dans les habitudes. Le prix des librairies indépendantes également. Le prix des librairies indépendantes également. Ça, ce n'est pas que au niveau du livre belge, de l'édition belge. C'est une Belge qui l'a eu cette année, Violaine Lisan. Lisan pour ne pas la citer. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, ça c'est super. Maison d'édition belge, autrice belge. Donc là, on avait vraiment coché toutes les cases, quoi. Et excellent livre. Esperluette. Et excellent livre. C'est pour ça qu'il a été choisi. Oui. Il y a aussi des nouvelles maisons d'édition, mais on n'a plus trop le temps d'en parler. Par exemple, celle d'Olivier Nora, l'ex-patron de Grasset, qui lance sa maison d'édition. Vous êtes attentif aussi à essayer de capter de ce qui va de ces prochaines nouveautés. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Il y a BHL et. Voilà, donc je pense que je ne veux pas être. Comme ça, c'est réglé. Non, c'est pas réglé, mais a priori, en tout cas, les 2 premiers titres qu'il a annoncés ne me font pas rêver. Je me dis pas chouette. Une nouvelle maison d'édition s'est créée et ça va nous sauver. Voilà. On va parler de vos choix. Il nous reste 5 bonnes minutes. Parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle. On a du mal quand on rentre dans une librairie. On se dit. En plus, les gens n'ont pas non plus un budget. C'est cher. Ça reste cher quand même un livre pour les acheteurs et les amateurs. Tout de même. Le cinéma, c'est cher aussi, par exemple. Donc, la culture, c'est cher. Disons ça, un livre, c'est pas beaucoup plus cher. D'accord. Le livre n'a pas tellement augmenté. Le prix du livre n'a pas tellement augmenté. Par rapport à d'autres produits. Il faut quand même le savoir. En rapport qualité-prix heure au cinéma, ça vous coûte plus cher que. Oui, c'est vrai. Et puis le livre, ça dure. Et puis on peut le garder. Voilà. On va pas parler des secondes mains, tout ça, parce que ça, c'est un autre sujet. Ça vaudrait une autre émission. Ouais. Et je sais que tout ça est un petit peu compliqué. On se fait quelques petits coups de cœur, mon cher Frédéric, du côté de Tram. Qu'est-ce que vous nous montrez, dites-nous. Avec grand plaisir. Jérôme Schmitt, un ancien de Inculte qui adore le jazz. Et là, une prière pour John Coltrane, ça raconte en fait la seule et unique et dernière tournée de John Coltrane au Japon en 1966, un an avant sa mort. Et l'auteur va aller retrouver les jazz kissa, qui sont ces vieux
vieux bars tenus par des centenaires, mais c'est en même temps aussi... Par des centenaires? Par des centenaires, ouais. Oui, c'est le Japon. Oui, c'est vrai, c'est le pays des centenaires. Ouais. Non, mais vraiment par des centenaires. En tout cas, tous ces gens qui ont été à ce fameux concert ou à ces fameux concerts à Tokyo, Kyoto. Wow. C'est génial, c'est de l'histoire, mais c'est aussi toute la pression immobilière, c'est la mémoire collective. Waouh. Else, un petit coup de cœur du côté d'Anderlecht? Alors, non, on ne va pas aller à Anderlecht. Non, mais je veux dire, pour les herbes folles. Je vous fais votre pub. Mais... Après, il y a sans doute des choses en commun. On est en Écosse, donc dans les années 90, le premier roman de Tom Newlands, et alors il nous emmène dans une station balnéaire paumée d'Ekati, et on va y rencontrer une jeune fille qui s'appelle Cora, qui a 14 ans. Qui a beaucoup de caractère, du bagou, qui est terriblement attachante et qui ne rêve que d'une chose, c'est de quitter ce coin de galère à tout prix. Alors aucune épreuve ne va lui être épargnée, mais elle va jamais perdre le fil de son rêve. Donc c'est une histoire à découvrir. C'est un peu cash, mais c'est surtout très très tendre et drôle en même temps. Donc c'est vraiment, à mon avis, on va beaucoup parler de ce livre. D'accord, posez-le bien devant la caméra et rappelez-nous le titre et l'autrice. Ici maintenant, de Tom Newlands. Ok. Ma chère Ariane, vous avez également un coup de cœur, j'imagine, hein. Plein évidemment. J'en ai plein, mais bon, allez, pour l'occasion, donc j'ai choisi une petite maison d'édition qui est la Grange Batelière, une petite maison d'édition parisienne, et donc j'ai choisi la nouveauté qui arrive, qui est parue maintenant, L'Embellie des Chimères. C'est un premier roman de Maud Cizeron, qui en plus est libraire à la librairie de la Page à Lyon. Donc voilà, c'est pas pour ça que je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de libraires qui écrivent, ceci dit. Oui. Un jour, je vous inviterai pour vos bouquins. Ils gagnent leur vie, donc on parle de nouveau du statut des autoristes, et donc c'est un de leurs métiers, c'est libraire. Et là, en fait, c'est un roman historique qui se passe au XIXe siècle, où on suit une jeune femme mariée très jeune et qui donc a un bourgeois qui lui raconte les conversations passionnantes qu'il a dans un club privé d'un télo. Et elle décide de se déguiser en homme pour assister à ce club privé. Et ça marche tellement bien qu'elle en devient la coqueluche, c'est-à-dire que tous ces hommes sont fascinés par ce jeune homme intriguant, brillant et intelligent. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est incroyable sur la condition des femmes, sur aussi la grande question, est-ce que le livre peut nous sauver? Alors voilà. Vous avez les réponses? Vous avez la réponse? Ah ben oui, évidemment que ça sauve. Allez, encore un coup de cœur, il nous reste 2-3 minutes. Oui, Odessa des oiseaux de Sophie Lucas à la Contre-Allée. Un coup de cœur. J'ai été... à ce point-là? Ouais. J'ai été totalement traversé, transpercé. Un bouquin commencé à 10h au soir, terminé à 4h du matin. On peut pas le lâcher, c'est tumultueux. C'est inracontable. En deux mots, si ce n'est que ça parle d'une fratrie, de génération, du désir non pas de mener sa vie, mais ses vies tout ensemble. C'est, comme je disais, c'est un récit à 1000 voix, mais porté par essentiellement une narratrice. C'est d'une beauté folle, c'est plein de poésie. Ça cause aussi du changement climatique, de la disparition du vivant. Mais c'est d'une beauté folle. Allez, je confirme. C'est merveilleux. Je l'ai fini hier soir, c'est merveilleux. Vous avez souvent les titres de la Contre-Allée. C'est fantastique. D'accord, donc c'est un peu... Je suis bien sorti. Ouais. On rappelle le titre et l'auteur ou l'autrice? Oui, c'est Odessa des oiseaux de Sophie G. Lucas à la Contre-Allée. À la Contre-Allée. Je vois votre voisine qui lorgne sur tous ses livres. Ah voilà, petit cadeau, tiens. Allez, encore un coup de cœur, Else. Alors, moi j'ai aussi beaucoup aimé donc ce bouquin qui s'appelle Possédé de Laetitia Faure. C'est son premier livre. C'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un récit littéraire. Donc elle vient d'un milieu, elle a grandi dans la bourgeoisie catholique, avec un père irresponsable, une mère bigote et absente. En fait, dans une famille où tout ce qui était important était tu. Et donc ça parle du manque d'amour, ça parle de l'emprise, ça parle des fausses promesses de la religion, et ça raconte surtout tout ce qu'elle va essayer de mettre en œuvre en grandissant, en devenant adulte, pour essayer de s'extirper de cet héritage-là. C'est aussi très drôle parce qu'elle fait un chapitre sur 2, en fait, elle rend compte de démarches qu'elle tente de faire. Elle va avoir des psys, elle va faire des démarches de développement personnel. Donc dans ces chapitres-là, il y a beaucoup de second degré et c'est très drôle, je trouve. Donc voilà, il y a un savant mélange de profondeur et en même temps d'humour. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Ok. Ariane vous a fixé pendant toute la démonstration. Mais oui.
Mais j'aime bien comme elle parle, elle, donc voilà. Les libraires. Très bonne libraire, c'est une très bonne libraire. Oh. Allez, un petit cœur. Un petit cœur. On rappelle le titre quand même. Ah oui, Possédée. Oui, et l'autrice L'autrice, Laetitia Faure. Laetitia Faure. Allez, encore un petit coup de cœur, vous l'avez mérité. Un petit coup de cœur. Là, j'ai vraiment pris la niche de niche, donc c'est... On descend dans la niche. Oui, mais c'est le premier livre que j'ai lu pendant mes vacances. Ouais. Et, j'étais trop contente. Je crois que j'ai découvert une pépite. Donc c'est La meilleure de Emmanuel Lambert et c'est dans la maison d'édition publiée par La Main d'Onne. Emmanuel Lambert, c'est la même qui avait écrit sur Giono ou oui, non, tout à fait. Super autrice. Et donc c'est extraordinaire. Donc La meilleure, c'est la meilleure amie. Donc elle parle de sa meilleure amie, mais donc elle connaît depuis les secondaires. Et ça ne parle pas que de l'amitié. En fait, sa meilleure amie lui a donné des photos d'elle quand elles sont, plusieurs photos à différents stades de leur vie. C'est encore sa meilleure amie, et sa meilleure amie aussi est une exilée. Et donc c'est quoi être exilée? Elles habitent en banlieue. C'est quoi être exilée, être en banlieue? C'est quoi les transfuges de classe? C'est pourquoi on est encore ensemble, on s'entend encore alors qu'on n'a plus rien à voir, on n'a plus rien en commun dans nos vies de tous les jours. C'est merveilleux. Voilà. Je crois qu'on est comblé, Gaëlle. Moi, je suis admirative, en fait. Ça donne envie. Je vous écouterai. Oui, hein. Ça pourrait durer pendant 2-3 heures. Son métier, mais ouais. C'est magnifique. Il me reste très peu de temps pour signaler un blog auquel vous avez participé, je crois. C'est quel blog? Oui, un podcast. Un podcast, oui. Donc on a fait en 2 mots. Oui, en 2 mots, on a fait un podcast en deux épisodes pour un peu suivre pas à pas l'ouverture d'une librairie. Et donc on est à côté des porteurs de projets pour ouvrir la librairie. Oui, c'est très concret. Hein. Et c'est des témoignages de libraires. Et donc c'est ça qui fait la différence. C'est pas un podcast ex-cathédra d'un cours sur l'ouverture d'une librairie. Else a participé et c'est vraiment très sans fausse modestie. Je trouve que c'est un bel outil en tout cas. Ouais. Ah ben le nom du podcast, comme ça on va aller voir. Donc c'est Libraire Métier Passion et ça se trouve sur toutes les plateformes. Donc Spotify, tout ça. Plus petites, ouais. Libraire Métier Passion. Voilà. On va aller écouter ça parce que votre passion vous l'avez bien communiqué. Il me reste 2 secondes aussi pour vous signaler l'Intime Festival. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui. Ouais. C'est à Namur, c'est ce week-end, c'est des grandes lectures, c'est génial. Il y a, on parle bouquins, il y a des acteurs, des actrices, des lecteurs, lectrices. C'est fabuleux. Merci, on va aller vous voir tous les 3 et tous les libraires indépendants. Il faut les soutenir évidemment, on a compris qu'il fallait les soutenir, de Bruxelles et de Belgique. Merci à tous les cas d'être passés chez nous. Bonne rentrée, bon travail, bon courage. Merci pour cette belle invitation. Avec plaisir. Nous on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.